La franc-maçonnerie a toujours rêvé de placer un de leurs propres hommes sur la chaire de Saint-Pierre. Eh bien, elle croyait être parvenue à son objectif lorsqu'Angelo Roncalli émergea du conclave de 1958 en se faisant appeler Jean 23. Exposons brièvement certaines informations indiquant qu'Angelo Roncalli, Jean 23, était franc-maçon et était loué par des francs-maçons de haut degré du monde entier. Le grand maître de la loge du Grand Orient d'Italie a déclaré dans une interview au magazine Trenta Giorni: quant à cela, il semble que Jean 23 fut initié dans une loge maçonnique à Paris et qu'il participa aux travaux des ateliers d'Istanbul. Maribol Martinez était membre accrédité du groupe de presse au Vatican. Ses écrits mentionnent que des Français de la garde républicaine ont observé depuis leur poste le nonce Roncalli quitter en civil sa résidence pour assister aux réunions du jeudi soir de la loge maçonnique du Grand Orient de France. Le franc-maçon de haut degré, Karl Jacob Burckhardt, a écrit: je connaissais très bien le cardinal Roncalli. C'était un déiste et un rationaliste, dont la force ne résidait pas dans la capacité de croire au miracle et à la vénération du sacré. Lorsqu'Angelo Roncalli fut élevé au poste de soi-disant cardinal, il insista de recevoir le chapeau de cardinal de Vincent Auriol, le célèbre socialiste anticlérical et athée, président de France. Roncalli le décrivait comme étant un socialiste honnête. Aux fonctions sociales de Paris, Roncalli sociabilisait fréquemment avec l'ambassadeur soviétique, même si le gouvernement russe menait sa politique d'avant-guerre par l'extermination brutale de catholiques en Russie. Roncalli était aussi connu comme étant l'ami et le confident d'Édouard Herriot, secrétaire du Parti radical socialiste anticatholique de France. Jean 23, Pacem in Terris, 11 avril 1963. Chacun a le droit d'honorer Dieu suivant la juste règle de la conscience et de professer sa religion dans la vie privée et publique. Hérésie. Ce n'est pas un droit humain de vénérer de faux dieux. C'est l'hérésie de la liberté religieuse, condamnée par beaucoup de papes. Pacem in Terris reçut des louanges des chefs francs-maçons qui le considéraient comme un document maçonnique. L'organe officiel du Suprême Conseil du 33e degré du rite écossais des francs-maçons de Mexico déclarait dans son bulletin du 19 mai 1963 : la lumière du grand architecte de l'univers illumine le Vatican. Dans les pays démocratiques et communistes, Pacem in Terris est universellement loué. L'encyclique Pacem in Terris est une déclaration vigoureuse de la doctrine maçonnique. Nous n'hésitons pas à recommander sa lecture réfléchie. Dans un livre publié par le chevalier templier franc-maçon, on y lit : la direction de nos actions, continuation de l'œuvre de Jean 23 chez tous ceux qui l'ont suivi dans la voie de l'universalité templière. Le franc-maçon du 33e degré, Yves Marsaudon, a dit de Jean 23 : de tous nos cœurs, nous soutenons la révolution de Jean 23. Peu de temps après avoir été élu antipape et qu'il déménage au Vatican, Jean 23 trouva une ancienne statue d'Hippolyte, un antipape du IIIe siècle. Il la fit restaurer et la plaça à l'entrée de la bibliothèque du Vatican. Jean 23 disait : si j'étais né musulman, je crois que je serais toujours resté bon musulman, fidèle à ma religion. Jean 23 faisait aussi des choses comme arrêter sa voiture pour bénir des juifs quittant leur culte du sabbat. À un enfant juif récemment baptisé, Jean 23 lui avait dit : en devenant catholique, tu ne deviens pas moins juif. Jean 23 fut aussi le premier prétendant à la papauté à avoir reçu des chefs religieux bouddhistes et un grand prêtre shintoïste. Jean 23 voulait que le clergé des églises orthodoxes, dont beaucoup étaient des agents du KGB, participe au Concile Vatican II. Les orthodoxes déclaraient que certains de leurs membres ne seraient présents qu'à condition qu'il n'y ait aucune condamnation du communisme à Vatican II. Jean 23 accepta le chantage de ne pas condamner le communisme à Vatican II. Donc les schismatiques orientaux assistèrent au concile. On appela cette affaire l'accord Vatican-Moscou. Après la mort de Jean 23, de nombreux documents communistes, francs-maçons et juifs furent envoyés au Vatican, exprimant leurs regrets pour la mort de Jean 23. Des gens comme Fidel Castro et Nikita Khrouchtchev avaient envoyé des messages de louanges et de condoléances. Charles Riandi était un souverain grand maître des sociétés secrètes. Il a déclaré : à la mémoire d'Angelo Roncalli, pape sous le nom de Jean 23, qui daigna nous donner sa bénédiction, sa compréhension et sa protection. En plus, Angelo Roncalli prit le nom de Jean 23. Mais depuis 500 ans, le nom Jean était délibérément évité par les papes, parce que le dernier homme à l'avoir pris était l'infâme Jean 23 du grand schisme d'Occident. D'incroyables similitudes existent entre le récent antipape Jean 23 et l'antipape Jean 23 du grand schisme d'Occident. Les deux ont appelé un faux concile œcuménique lors de la 4e année de leur règne. Le règne de ces deux antipapes a duré 5 ans,
et les deux sont morts peu de temps avant la fin de leur faux concile. Pour nous, ces similitudes ne sont pas juste de simples coïncidences. Le premier antipape Jean XXIII fut aussi le premier antipape à avoir régné à Rome. Est-ce qu'Angelo Roncalli, le récent antipape Jean XXIII, en ayant pris ce nom, est-ce qu'il indiquait symboliquement qu'il continuait dans la lignée des antipapes de régner depuis Rome ?